Prezi qui n'est pas fermé, hein, au sens que il y a une navigation proposée, mais en même temps il est libre. Et on va naviguer dans cet univers, hein, qui n'est plus une école. Vous voyez bien, c'est un peu le volontaire, hein, on est sur d'autres choses qui commencent à apparaître, on va en parler. Et surtout, il y a plein de surprises. C'est-à-dire que si vous cherchez bien, c'est un peu comme les escape games, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les clés, elles sont cachées. Et donc, il y a des choses apparentes, et que je vais vous montrer, mais il y a des choses qui sont cachées, très clairement. Et donc là-dedans, si vous voulez, il y a presque, si on devait faire un livre, il y a presque 200 pages, à peu près. Et donc, mais elles sont cachées. Et souvent, les clés, vous savez, les secrets, ils sont très bien cachés. Donc c'est une incitation à découvrir, à utiliser ce qu'on utilise quelquefois dans les escape games. Ce qu'on utilise, c'est la sérendipité. Vous savez, cette façon de découvrir des choses qui a priori n'ont pas d'importance et pourtant qui vont avoir de l'importance dans la résolution de l'énigme. On va apprendre finalement du parcours, de la pérégrination, sans doute au hasard et sans doute aussi grâce à la modération qu'on nous propose. Donc, comme on n'est pas nombreux, peu nombreux, on peut tout à fait interagir quand, quand Anne-Claude me dit c'est une conférence. Ah bon, une conférence? Il existe des conférences au Collège de France, mais est-ce que maintenant le mode conférence est le plus adapté pour construire? C'est un souci, enfin c'est une question. Voilà, donc on va en parler. Bonjour Katia, c'est bien de nous avoir rejoints. Si tu le souhaites, tu peux activer ta caméra pour dire bonjour à François. C'est Christelle qui nous a rejoint, c'est ça? Mhm. C'est Katia. Alors bonjour Christelle. Est-ce qu'on a une vidéo de Christelle? Pauline vient nous voir. Christelle, bonjour Christelle. Bonjour. On t'entend pas Christelle. Voilà, bonjour. Alors, je disais bonsoir. Tu es d'où? J'ai des petits soucis de connexion, mais par contre, ça peut monter et descendre. Alors, j'espère que je ne vais pas me retrouver déconnectée. D'accord. Ce serait dommage. Tu es où? Tu es où? À moi, tout à l'heure, je disais que j'étais de Rouen. Donc, Attends, très bien. Donc, effectivement, des connexions. Et je vois Katia qui arrive. Katia, qui est arrivée aussi. Bonjour, on ne t'entend pas. Pas de son. Vous m'entendez? Nelly? Nelly? Oui, est-ce que vous m'entendez? Voilà, maintenant oui. Tu es d'où? Bonjour, je suis ardéchoise, je suis de Vernou en Vivarais, on s'est déjà rencontrés. Oui, Nelly, ça me dit quelque chose, oui. Voilà. C'est bien, c'est sympa de se rencontrer. Ouais, Les, les réseaux, c'est comme ça que ça marche. ouais, exactement. Ça marche bien. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se connectent encore? Il y a Katia, on a dit. Katia, qui vient de se connecter, mais je la vois pas, Katia. Pas de souci, Katia. Ah, j'ai pas de caméra. Ah oui, elle n'a pas de caméra, Katia, très bien. Euh, et elle vient d'où? Tu peux écrire, Katia, tu es d'où, toi? Tu écoutes ou tu regardes ça d'où? Si elle nous écrit, Katia. Mhm. Ah, Toulon. J'adore. Est-ce que Katia, on s'est rencontrés déjà? Katia, parce qu'à Toulon, j'y suis allé souvent. Régulièrement. Ouais.
Je pense que oui, et oui, la marquisane, bien sûr. Et j'allais le dire. J'allais le dire. Oui, tout à fait. Et donc je conserve de très très bons souvenirs de la marquisane avec Frédéric Cochet-Bianchi, et puis son ancien chef d'établissement, qui est à Marseille maintenant, que je rencontre aussi régulièrement. Très bien, super. Bon, je suis ravi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que, Claude, est-ce que dans ce type de rendez-vous, les gens sont à l'heure ou il faut attendre un petit peu comme... Alors en général, les gens sont forcément un petit peu en retard, mais ils prennent le train en route. Voilà. Ah, Voilà, souvent c'est le cas, donc on va peut-être pas attendre au-delà de 19h05. Et puis mhm, ensuite, Christelle fera une petite présentation, hein. Elle t'a préparé une présentation aux petits oignons et ensuite on te laissera la parole. moi J'en j'adore. profite pour vous dire que si vous souhaitez prendre la parole, alors connaissant François, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Vous pensez bien lever votre main. Vous voyez, juste à côté de la caméra, il y a une petite main. Comme ça permet de couper les micros. François sera alerté par une alerte sonore que quelqu'un Mhm, souhaite prendre la parole et vous pourrez allumer votre micro. Ça va très éviter bien, qu'on ait des sifflements dans les oreilles. Voilà. très bien. Mhm. Et pendant ce temps, j'avais même prévu un peu de musique, mais je pense que là, avec, je vais saturer la bande passante si je mets ce genre de choses. Mais ce que je vais vous proposer, c'est vraiment une balade dans un espace virtuel. Et et le Présil est intéressant pour ça, c'est qu'on est presque en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on va aller dans différents espaces pour jouer avec les mots qui s'affichent en gros. Il y a des gros mots donc qu'on va travailler à l'occasion de cette, j'ose pas dire conférence parce que ça n'est pas une forcément, de ces échanges et qu'on va essayer de manier ou de conjuguer ensemble, voire dans une situation qui est bizarre pour nous tous en ce moment, en tout cas très nouvelle, je ne sais pas si elle est innovante, on le dira plus tard, mais elle est très nouvelle, elle est extraordinaire, ben, nous faut recombiner des mots. Et le titre qu'on a choisi, on l'avait choisi avant, je prends pour témoin Anne-Claude, ce titre Faut-il s'échapper de l'école pour la transformer était un hommage aux équipes des Escape Games, puisque Game, Escape, il faut s'échapper. On s'échappe de quoi finalement? Faut-il s'échapper de l'école pour la transformer? Eh ben écoute, pendant toute cette heure qu'on va passer ensemble, il est possible que tout ce qu'on dise soit à deux niveaux. À la fois à l'intérieur de l'école, Escape Game, si on s'échappe finalement du cadre scolaire, de la routine d'un emploi du temps, d'une salle, d'une classe, on s'échappe de la forme scolaire en restant dans l'école. Ça, c'est le premier niveau. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici chez nous, j'allais dire retenus chez nous, confinés, on dit. Et manifestement, les élèves se sont échappés de l'école, comme les enseignants se sont échappés de l'école. Donc, et on est en train de vivre quelque chose qui est intéressant, qui doit possiblement transformer l'école aussi. Et donc, c'est le second niveau, un niveau beaucoup plus méta, beaucoup plus systémique. Et peut-être que ce qu'on voit, il faut essayer de mettre des mots dessus, hein. C'est difficile, on est en train de le vivre. Donc, on verra comment on fait après, comment on fera le débriefing de l'expérience, comment on apprend de l'expérience. Mais en tout cas, la question, je pense qu'elle est très pertinente, deux fois pertinente, à la fois pour l'activité que vous avez dans le cadre de votre réseau, des escape games, qui est une façon d'interroger ou d'upgrader le système de l'école, de proposer autre chose, mieux en tout cas, et puis un deuxième niveau qui est de re-questionner finalement qu'est-ce qui fait école, qu'est-ce que dans l'école on transforme en ce moment pour que l'école continue. Donc on parle de continuité pédagogique, on parle de quoi finalement? Est-ce qu'il faut faire classe? Il y a un sociologue de l'école qui disait la classe
classe, ben maintenant il n'y a plus de classe. Il n'y a plus de salle, il n'y a plus de groupe, enfin, c'est autre chose. Donc si on continue, on doit continuer quoi alors? Voilà. Donc c'est pas grave ce que je suis en train de dire, c'est au contraire, il y a... la situation est grave, sanitaire elle est grave, mais elle, elle donne, elle ouvre une fenêtre sur une situation qui de toute façon était là, mais dans quelle mesure elle peut être assez importante pour changer quelque chose dans l'école, ou pour la transformer durablement. Oui, Régine, alors Régine ne s'est pas présentée, elle dit de maintenir le lien social, François. Eh ben oui, le lien social, vraisemblablement, oui. Plus que social, un lien, on va mesurer, on va parler de ça, de ce qu'est le lien, la nature de la relation qui fait que nous sommes encore profs et qu'un ordinateur n'est pas un prof. D'autres ont essayé, hein, d'une certaine manière, d'autres pays ont essayé dans le passé, et on voit bien là que c'est pas parce que tu as un ordinateur que tu apprends et que la relation elle passe par autre chose, manifestement. On n'est pas parents, si on peut l'être par ailleurs, mais les parents ne sont pas les enseignants. Et quand on discute, on maintient la relation avec un élève, on n'est pas parent d'un élève, on est bien en relation d'une nature différente. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aussi. Régine, elle est d'où là? Tu es où, Régine? Si tu peux pas parler, tu peux écrire, voilà. Ah, tu me connais pourtant, ben oui. Si je te vois, je pourrais te reconnaître, oui. Loïc, et oui. Loïc, tu es de Bretagne alors, hein. C'est de la Bretagne. Et oui. Donc Régine, je suis ravi d'avoir, il y avait une Rennaise aussi dans le coup. Je suis ravi d'avoir les Bretons toujours présents. Et tu diras bonjour à Loïc s'il n'est pas là avec nous. Voilà. Anne-Claude, c'est toi qui guide? Tout à fait. Donc, Christelle, on va te laisser la parole pour présenter François. J'entends un écho, donc je m'arrête à chaque fois pour m'écouter. Voilà, et je vous souhaite un Non, bon c'est- hiver à tous. je pense que tout le monde m'entend là. Alors, bonsoir à tous, enfin plutôt à toutes, enfin à tous, oui, avec François. Bienvenue donc au webinaire d'Escape and Games. Alors, tout à l'heure, on parlait d'une période effectivement un peu particulière. Donc, nous, ce soir, on a l'honneur d'accueillir le très grand François Muller, qui ce soir bah, si, quand même, qui ce soir se propose de nous parler de la transformation de l'école dans son intervention intitulée « Faut-il s'échapper de l'école pour la transformer ?» Alors, je vais présenter François en quelques mots. Alors, historien et archéologue médiéviste de formation, François a tout d'abord enseigné dans le secondaire, puis dans le supérieur, avant de devenir formateur, puis consultant en formation. Il est ensuite devenu responsable de l'innovation dans l'Académie de Paris, avant de construire le réseau de l'innovation avec les Cardi au ministère de l'Éducation nationale, et le réseau social professionnel Respire, plus connu au jour d'aujourd'hui sous le nom de Via-Éduc. Expert intervenant dans les académies et à l'IH2EF, donc c'est l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, ou encore dans d'autres organisations telles que l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'HEP, entre autres, mais aussi auprès des ministères de l'éducation et enseignement du français à l'étranger. Son activité est consacrée à l'accompagnement du changement et au développement professionnel des équipes éducatives. François est aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont le manuel de survie à l'usage de l'enseignant, que moi personnellement j'ai lu, et de sites en ligne qui font figure de référence en éducation, donc Innovation et Éducation Lab. Alors, je reviens sur le titre. Faut-il s'échapper de l'école pour la transformer? Donc, ce titre particulièrement évocateur, comme le disait François tout à l'heure, n'aura pas manqué d'attirer votre attention. Alors, pris dans sa double dimension, vous l'aurez compris, avec l'escape game, professeurs et élèves s'échappent de leur rôle le temps d'une session de jeu, mais ceci implique-t-il un meilleur apprentissage ou plutôt une évolution dans les apprentissages? Alors, la double dimension, donc la deuxième, donc face aux événements actuels, bien entendu, là, professeurs et élèves se sont également échappés de l'école de façon concrète. Changer les situations d'apprentissage, prendre en compte l'informalité des situations, tester l'impact numérique
sur la relation pédagogique, expérimenter de nouveaux rôles pour l'enseignant dans tout cela. Quelle lecture faisons-nous de ce qui pourrait être une transformation de l'école et à quelles conditions pour l'avenir proche? Autant de questions auxquelles François Muller se propose de répondre dans son intervention. Alors, chers participants, si vous êtes prêts. Ah, vous m'entendez là? Si vous êtes prête, alors je laisse la parole à François. Bon, mais c'est gentil, je m'attendais pas à une présentation comme ça. Moi, je suis ravi d'être avec vous et de retrouver des gens, soit qu'on avait fréquentés dans d'autres lieux, chez eux, sur les sites, ou dans les réseaux numériques. Et donc, j'ai suivi ce réseau des escape games en les ayant vus de part en part dans les établissements, mais aussi au niveau national. Et même dernièrement, quand j'ai été faire le forum de l'innovation à Prague, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de cette équipe qui s'appelle Survive on Mars, des profs des SVT qui s'étaient mis en réseau pour fabriquer avec beaucoup de créativité un jeu en ligne qui a été primé d'ailleurs au niveau national au titre de l'innovation. Et donc c'est intéressant, hein, ça fait plusieurs années qu'on voyait ça sourdre comme étant une pratique parmi d'autres, mais une pratique très dynamique en tout cas, et qui fait que quelque chose bouge dans l'école. Et donc ce serait intéressant aujourd'hui de parler de ça, de parler de en quoi l'escape game est une manière de s'échapper de l'école. À l'école, il faudrait prendre avec un grand E plutôt qu'avec un petit E, c'est-à-dire de presque d'être une tentative de, je veux pas dire de déscolarisation, parce que c'est pas vrai, c'est pas comme ça, mais de déformalisation de l'école, de changer la forme de l'école et de jouer sur ça pour transformer quelque chose dans l'école, pour la rendre meilleure pour les élèves et dans le double mouvement, meilleur aussi pour les enseignants. Et on retrouve un des titres une publication que j'avais faite, les enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. L'escape game, c'est souvent cela, c'est des enseignants qui apprennent à faire quelque chose, ils apprennent à le faire ensemble, ils recherchent, ils fabriquent, ils élaborent des choses et ils testent ça avec des élèves qui répondent très directement à cet engagement par beaucoup de dynamique et j'espère beaucoup de réussite. Et c'est un sujet, c'est comment finalement on évalue cela, comment on travaille sur les résultats de ces escape games. François, on ne t'entend plus du tout. Je me rebranche. Tu m'entends? Vous m'entendez? Là, c'est bon. Par contre, là, on t'entend plus. Allô? Oui, je suis là. Bon. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est revenu? Oui. D'accord. C'est revenu? Oui. Il faut me donner un feedback parce que autrement je vais parler dans le vide sinon. Mais je m'entends là, en retour de micro. Et donc c'est un espace que je voudrais vous proposer et donc dans lequel on va naviguer, où on va retrouver des gros mots. Donc en gros, je vous donne ce qui peut être un plan, mais en tout cas, on va parler ensemble pendant cet entretien de plusieurs points. Le maître mot sera vraiment à apprendre, c'est-à-dire la situation actuelle comme l'escape game
refocalise sur une question qui était bien de comment on apprend, et dans un double sens, c'est à la fois apprendre des élèves, comment les élèves apprennent, mais c'est aussi un apprentissage professionnel. Et donc, il y aura toujours ce double niveau à assurer, comment finalement on réinterroge cet acte-là, et on va passer par des moments où on va s'interroger autour de qu'est-ce qui marche. Je parle de pratique efficace. Alors, c'est pas un mot forcément français, mais je l'expliquerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui marche plutôt dans les pratiques pédagogiques. On va faire un sort aussi autour du numérique, et qui plus est très actuel en ce moment. On doit maintenir la relation par le numérique, et donc c'est quoi le numérique et à quelles conditions ça marche ou ça marche moins quelquefois. On va travailler aussi sur les questions d'environnement d'apprentissage, c'est-à-dire que l'escape game par exemple, on change d'environnement, on passe d'une classe autobus à autre chose, donc c'est bien un changement d'environnement, comme maintenant la classe à domicile où l'environnement personnel change aussi, donc c'est bien des questions d'environnement qui changent. Et puis on se posera aussi la question, qui n'est pas forcément une question d'ailleurs des acteurs eux-mêmes, la question de l'innovation. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit innovation, et en quoi l'escape game peut être une innovation, où elle a été en tout cas reconnue à un niveau national, mais qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, et donc vous voyez que ce qui l'encadre, c'est à la fois l'enseignement, mais aussi des questions autour du développement professionnel des enseignants. Et donc ce sont ces mots-là que je voudrais avec vous manier, articulé lors de cette pérégrination. Et donc, je faisais un peu un teaser dans l'introduction, avant de commencer même l'introduction, c'est que ce prési est en ligne, il est à votre disposition, donc on va le parcourir un petit peu. Il n'est pas conduit au sens que dedans, il y a plein de petits secrets, dont je vous ai pris au mot. Escape Game, c'est trouver des ressources, trouver des formules, trouver de quoi s'échapper finalement, et donc il est possible que beaucoup de choses qui sont des petits trésors soient cachés dedans, mais il faudra bien chercher. Et donc je vous montrerai pas tout. Voilà. Donc ça va le découvrir après si vous le souhaitez. Ça va, on peut y aller? On y va. Alors, en exergue, je vais reprendre une phrase de Michel Crozier. Michel Crozier, c'est un sociologue qui est très connu sur l'analyse des organisations, et quand il s'est intéressé au système éducatif, il a une phrase qui est terrible, enfin, qui résonne beaucoup en ce moment. Quand on affronte les problèmes de demain avec les organisations d'hier, on récolte les drames d'aujourd'hui. Voilà. Donc, elle est ancienne cette phrase, on peut la reprendre pour maintenant. Est-ce que les problèmes que nous rencontrons et qui vont être les nôtres dans les prochaines semaines, prochains mois ou années, on a les bonnes armes, les bons outils conceptuels, les bons mots pour essayer d'expliquer ce qui se passe en ce moment. Parce qu'en ce moment, on est quand même, quand on quitte la classe, quand on dit qu'on fait classe, on est porté par un héritage assez lourd, assez marqué, c'est ancré dans les têtes, dans les esprits. On a ce modèle très hérité de la Troisième République, d'un instituteur qui montre des choses sur un tableau à des élèves qui écoutent bien sagement, ici avec tout ce qu'il y a derrière. Quand on parle d'environnement d'apprentissage, tout ce qu'il y a derrière, un tableau blanc écrit, des cartes, une pendule, et quand on dit la continuité pédagogique, est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut continuer? Est-ce que finalement, est-ce que ça, c'est un escape game, par exemple, vous voyez? Donc, clairement, l'escape game s'inscrit radicalement contre ce type d'organisation, par exemple. Voilà. Alors que c'est de l'organisation matricielle de l'école. C'est la transmission, c'est le maître qui sait, qui montre, les élèves écoutent sagement, il ne faut rien, vous voyez, l'activité, c'est les bras croisés. Et c'est amusant parce que on peut le transposer, quand on reprend des images de caricatures de BD,
ça c'est pas de maintenant, mais on voit un prof qui, avec tout l'environnement numérique, hein, fait quand eux-mêmes, les élèves sont équipés, mais ils sont ailleurs. Voilà. Leurs élèves, eux-mêmes, les élèves sont équipés, mais ils sont ailleurs. Voilà. Et donc, est-ce que faire classe, ça veut dire reproduire des situations qui, qui ont été très légitimes dans le passé, mais qui, à un moment donné, au XXIe siècle, sont vraiment dépassées. Hein. Si on fait un peu d'histoire de l'école, notre histoire scolaire, elle est dépendante de modèles d'organisation issus d'autres secteurs d'activité. Quand on parle du lycée napoléonien, tous les lycées qui sont dans les préfectures, vous savez, où il y a marqué lycée d'État hein, en haut, en lettres d'or, hein, c'était des lycées et casernes. C'est-à-dire, c'était des lycées où il y avait un règlement, il y avait un emploi du temps, il y avait des surveillants, il y avait des gens bien rangés qui obéissaient aux ordres. Le modèle plus ancien, c'était le monastère. Quand on transmet la connaissance, on fait l'écriture, on fait la copie, on prie. Le modèle du monastère est un modèle où d'ailleurs même les grands lycées en ce moment sont dans les abbayes ou les monastères. Hein. Je ne vais pas parler d'Henri IV, mais quand même. Donc on a ce modèle-là et qui préside. Et donc quand on dit qu'on fait une conférence ou un cours, on fait un cours ex cathedra. Ex cathedra en latin, ça veut dire depuis la chaire de l'évêque. Donc quand on dit on fait classe, on a un modèle assez transmutif et qui est assez hérité de modèles assez anciens et qui renvoie très directement à là on a affaire à une photo plus moderne, hein, un prof qui est quand même sur une estrade où des élèves font des choses, manifestement ils écrivent ou ils écoutent, hein, et c'est issu très directement d'un modèle d'apprentissage où c'est John Locke en l'occurrence qui pensait que il fallait se méfier de tout et de tout ce qu'on savait et que finalement l'élève était un contenant dans lequel il fallait déverser des contenus. Voilà. Et donc notre modèle de classe, ça a souvent été ça et ça le reste encore hein, quand notre institution en ce moment se préoccupe de la continuité pédagogique. La réponse est une manière de répondre en termes de contenu. C'est-à-dire qu'ils vont faire preuve de production de contenu. On appelle les manuels, on appelle les cours en ligne, comme s'il y avait un problème de contenu et de contenant. C'est comme si finalement l'enseignement c'était cela. Alors que il faudrait revoir juste ce que veut dire une classe, un groupe qui apprend. Et quand on dit qu'un groupe qui apprend, il faut avoir été enseignant et l'être encore pour bien s'apercevoir que quand vous avez 20, 25, 30, plus de 30 dans les lycées élèves dans une classe, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on retrouve qui doivent vous parler à vous qui êtes collègues ici enseignants sur la multidimensionnalité, sur le fait que les choses arrivent souvent, sur la simultanéité, sur l'immédiateté des choses, sur la dimension imprédictible. Les choses peuvent être imprévues dans une classe et comment on fait pour que ce soit une occasion pour apprendre. Sur la non-confidentialité, sur le fait que les choses soient ouvertes. Et puis il y a une histoire. Le groupe se construit sur son histoire, sur le souvenir de ce qui se passe quelquefois hors de la classe d'ailleurs, et qui interfère, et plus qu'interfère, ça peut être aussi des choses qui peuvent alimenter et enrichir la classe. Donc on voit bien que quand les enseignants et les collègues se disent je suis transmetteur de contenu, ils réduisent énormément le champ de leurs compétences, le champ de leur action. Quand on travaille avec des élèves en classe, dans un groupe, quand on travaille dans l'accompagnement de leur apprentissage, il y a bien d'autres choses qui sont en train de se jouer.
Et donc, je suis pas du tout sûr que on ait besoin de plus de contenu, plus de ressources. Même, on risque de noyer les collègues en ce moment sur beaucoup trop de choses et de perdre l'essentiel. Et donc, la question se pose, c'est que dans le groupe que vous faites, que vous animez sur les Skype Games, comme dans maintenant le groupe plus généralement des enseignants qui se retrouvent à la maison, est-ce qu'on est capable de travailler sur du changement dans l'éducation? Ici, une ligne qui disait Innovation in Education, are we ready for change? Est-ce qu'on est prêt au changement? Vous l'avez vu, mais avant la crise, partout les élèves nous disent des choses et même le vérifient. Et ce qui était intéressant, moi j'ai des élèves, j'ai repris des élèves depuis un an, ils ont le téléphone vissé à la main, quand bien même les choses sont quelquefois interdites au collège, ils l'ont quand même. Et ça peut être un obstacle, c'est aussi un avantage quand maintenant on voit à distance, on doit gérer avec eux les apprentissages, ils savent bien s'y retrouver. Donc, on a essayé finalement d'aménager le modèle sans percevoir que il y a quelque chose, il peut y avoir quelque chose de disruptif dans le modèle d'enseignement qu'on a actuellement. Et donc, est-ce que faire classe, c'est toujours reproduire le modèle finalement ancien en l'upgradant quasiment en moyens techniques, mais finalement en maintenant les choses. Quand maintenant on est dans la classe nomade, ben, l'élève il est dans un autre environnement, dans un autre plan de travail, et donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est assez amusant. J'en reparlerai peut-être, j'avais fait une mission au Japon il y a peu d'années, et au Japon, les instituteurs, au niveau du primaire, les instituteurs avaient une mission chaque trimestre d'aller voir dans les familles, d'aller dans les familles pour parler avec les familles de l'environnement d'apprentissage des jeunes, des enfants, et de dire que comment ils travaillaient, dans quelles conditions ils travaillaient, et de parler de ça. C'était un sujet. Voilà. Et effectivement, en France, il y a une frontière très nette entre le professionnel, le scolaire et le domestique, hein, et donc on n'entrera pas dans les familles, c'est trop intrusif. Mais le fait de maintenant, dans notre situation particulière, de dire qu'on doit s'intéresser vraiment à l'ergonomie scolaire, et ça va dans le cadre familial, comment tu travailles, avec quoi tu travailles, etc., c'est une des choses qui vraiment est en train de bouger peut-être. Alors finalement, qu'est-ce qu'on garde? On se met autour d'une table, comme là on se met autour d'un écran via, en disant, bon, j'ai fait un conseil de classe hier avec les collègues en ligne, et puis on se pose la question, bon alors qu'est-ce qu'on fait? On garde les dictées, on garde les examens, on garde les notes. La question des notes est posée maintenant. Est-ce que quand on joue, on note? Quand vous faites les escape games, est-ce que vous notez? Vous voyez, c'est une question ça. C'est une vraie question d'ailleurs. Est-ce que c'est notable? Est-ce que quand on joue, on joue c'est pour de faux, c'est pas pour de vrai. Donc jouer c'est l'entraînement, mais après qu'est-ce qu'on évalue? On garde les notes. Alors ici la réponse est oui, on garde les notes. Ok, tout n'est pas perdu. Actuellement, dans les réseaux sociaux, dans les groupes, que ce soit Facebook ou ailleurs, c'est une question, hein, c'est-à-dire que est-ce que le travail qui est fait actuellement, c'est quelque chose qui est soumis à la note, soumis à l'évaluation. Et il y a vraiment deux plans hein, qui se construisent en ce moment, et donc il faudra en reparler sur qu'est-ce qu'on doit mesurer. Et donc on va en reparler tout à l'heure justement sur les questions d'apprentissage. Alors, je voudrais, dans un premier temps, ça c'était mon introduction, ça va? Évaluation et notation complète, oui. Je lis bien, on va en parler de l'histoire de l'évaluation. Je voulais juste poser des questions et puis redonner les éléments du contexte pour dire d'où on vient. Je voudrais avec vous avoir un premier temps sur vous proposer une sorte d'analyse un peu système de ce qu'est l'escape game. Et donc, on peut le faire ensemble, c'est-à-dire dans quelle mesure l'escape game participe à une transformation de l'école,
Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, en double niveau, donc les mesures, ce qu'on est en train de vivre aussi, participent de l'introduction de la transformation de l'école. Et pour pour vous introduire dans la grille d'analyse, je prends appui sur les travaux qu'on a conduits avec Romuald, et qu'on est en train de conduire encore, Romuald Normand, qui est professeur des universités à Strasbourg, et avec qui on publie régulièrement des revues, des extraits de la littérature internationale sur la question. Et donc, dans ce que je vais vous lire, il y a beaucoup de choses qui sont partagées au niveau international. Donc, c'est pas une lecture franco-française des choses. Et une des grilles d'analyse qu'on peut utiliser, c'est de dire, on prend une situation, l'escape game, si vous le souhaitez, mais on va prendre notre situation qu'on vit actuellement, de l'école à la maison, de la fameuse continuité, et dire, on va le soumettre à 5 loops. On sait que ce qui fait changer l'école au niveau international, il y a à peu près 5 vecteurs qui sont importants et qui, vectorisés, peuvent être plus ou moins étalonnés. C'est-à-dire, ça peut ne pas être présent, comme ça peut être très présent. Et donc, chacun de ces vecteurs que j'ai ici identifié comme ABCDE, c'est comme une graduation, si vous voulez. C'est pas de notation du tout. C'est une sorte de graduation pour dire où est-ce qu'on en est, quoi. Et on sait que quand on prend la situation, on va prendre l'escape game pour l'instant. Quand on prend une situation comme l'escape game, on sait que la première des choses, c'est de voir comment les enseignants qui s'occupent de cette activité et des élèves, comment ils arrivent à considérer l'élève. C'est-à-dire, c'est quoi l'élève pour eux? Comment est-ce qu'ils doivent développer quelque chose de particulier? Est-ce que ils prennent en compte la dimension plus globale des élèves? Voilà. Et je prends ce mot-là parce que souvent, quand j'ai fait des entretiens avec des équipes sur le terrain, quand on leur disait mais finalement alors comment vous faites, etc. Et la réaction qu'ils avaient, c'était mais tu peux pas comprendre. Ah bon? Ben nous c'est particulier. Ah bon? Explique-moi. Ben nous on a une approche globale des élèves. Voilà. On a ce mot-là. Alors et donc on voyait très bien que ils faisaient le pas de côté par rapport à une approche peut-être traditionnelle d'après eux de ce que étaient les élèves. Les élèves n'étaient pas qu'un simple contenu, un simple contenant qu'il fallait remplir ou une tranche de discipline, mais ils avaient, c'est leur mot, une approche globale des élèves. Et avec une sensibilité extrêmement forte sur l'approche et le soutien de tous les élèves. Et donc on voit bien que par exemple dans l'escape game, dans les équipes qui sont engagées dans ce mouvement-là, il y a cette dimension. Alors le mot peut choquer ou ne pas être approprié, mais une dimension inclusive. C'est un soutien à l'ensemble des élèves. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de laisser un élève sur le bord de la route. Une dimension très intégrative, si vous voulez. Chacun peut avoir un rôle dans cela, et il y a derrière quelque chose autour de la considération positive, autour de l'empathie aussi marquée, de la communication marquée aux élèves. Et vous voyez bien que la dimension empathique, c'est une dimension de la qualité de la relation qui a été établie. Et donc, c'est très fin ce que je suis en train de dire. Sauf que c'est ce qui actuellement fracture la salle des profs. On n'en parle jamais. Or, c'est ce point-là, c'est-à-dire, c'est l'acceptation de ce que sont les jeunes. On a perdu ta voix, François. Ouais, on n'entend plus rien. Nelly, vous m'entendez? Là, je t'entends à nouveau. Là, à nouveau, oui, C'est mais bon. juste là. Donc, c'est très fin ce que je suis en train de dire. C'est très délicat surtout. C'est que il n'y a pas, peut-être, il n'y a plus assez de travail
sur des collectifs qui vont travailler sur la conception qu'ils ont et l'accueil qu'ils ont des élèves dans leur école, dans leur collège, dans leur lycée. On va se contenter de faire son programme, de faire l'emploi du temps, etc. Mais finalement, ce qui est derrière, c'est la vision. Vous voyez ce qu'il y a. Quelle est la vision et quelle est l'ambition qu'on a pour les élèves? Cette dimension-là, elle est très peu travaillée actuellement, et je vais le dire spécialement dans l'école publique. C'est terrible ce que je suis en train de dire, parce que c'est dans les écoles privées, parce qu'ils sont peut-être plus isolés, parce qu'ils sont peut-être plus petites en structure, etc., où il y a un travail plus serré, plus construit sur la question de la vision qu'ils ont, la vision de l'école. Hein. Quelle ambition, quelle couleur finalement ils veulent donner à l'éducation délivrée dans le cadre de leur école. Et donc ça, c'est pas donné, hein. C'est un travail, et ça se négocie. Il y a même quelquefois de la tension, en 2 mots, mais aussi du consensus qui arrive à se faire. Et quand c'est explicite, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc en cela, c'est un vecteur de transformation de l'école. C'est-à-dire que finalement, si on est calé sur une vision assez partagée, ça autorise tout le reste à aller beaucoup plus loin. Donc, c'est quand on n'est pas calé, c'est quand on est dans l'incertitude, c'est quand je me recroqueville sur mon programme et mon contenu parce que je ne sais pas, je n'ai rien partagé avec d'autres, que à ce moment-là, il va y avoir des sortes de rigidité, de cristallisation des pratiques, et qui vont empêcher finalement de bouger. Et donc, c'est ce qui se passe dans beaucoup aussi d'établissements en ce moment. Donc, c'est un travail important, et ce premier niveau, il est décisif, mais il est le plus caché. Il est le plus caché. Le deuxième niveau, il est plus scolaire, c'est l'amélioration significative des acquis des élèves. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre l'exemple de l'escape game qui vous concerne ici, c'est-à-dire, finalement, si vous avez fait cette option, si vous avez pris cette option lourde, de changer quelque chose dans l'école, dans la forme de l'école, c'est que vous faites l'hypothèse que vous allez développer quelque chose de mieux chez les élèves. Et quelque chose de mieux, c'est quoi? Et c'est quoi plus précisément? Alors, est-ce que c'est des contenus? Est-ce que c'est on manie mieux les SVT, mieux la science physique, mieux les maths, etc. Et donc, pour cela, j'ai pour appuyer sur, je vais reprendre mon prési. Pour cela, je vais prendre appui sur un schéma, je vais reprendre le tableau tout après, un schéma que je tire d'un Français qui s'appelle Guy Le Boterf. Guy Le Boterf, c'est le spécialiste international de l'approche par compétences dans les organisations. Il a travaillé aussi pour l'école. Moi, j'ai eu à le rencontrer quand il était encore en activité. Et dans ce schéma qui décrit un peu l'élaboration de la compétence, et donc si vous voyez mon schéma là, vous voyez, oui. On a une flèche qui montre d'abord que la compétence se fabrique sur un temps donné, donc il faut un temps long. Donc c'est pas parce que vous avez fait 1 heure de quelque chose que l'élève aura appris. Donc ça veut dire que ça pose la question de l'escape game. Est-ce que parce qu'on a fait l'escape game une fois, ça marchera? Ou alors, est-ce que c'est justement la fabrication, la conception, la participation, l'élaboration, mais après l'évaluation, c'est toutes ces séquences-là beaucoup plus longues qui fait qu'on apprend et que finalement l'escape game, c'est les actes à la fin. C'est pas le début d'une histoire, c'est peut-être la fin d'une histoire. Et dans ce temps long où on voit des actes qu'on peut là évaluer, d'une certaine manière, ça répond à la question qu'est-ce qu'il faut évaluer? C'est pas forcément l'escape game, mais après ce sont des actes concrets ou des choses qu'on voit en action et qu'on peut mesurer, que n'importe qui pourra mesurer. Moi, quand j'ai vu des élèves faire des choses, je suis capable de dire, bah oui, lui il est capable de faire ça, lui il fait ça, puis ça se voit assez rapidement. Alors on a interrogé ici des centaines d'équipes pour dire, bah, finalement, quand vous travaillez de cette façon-là, qu'est-ce que vous développez plus particulièrement? Et donc c'est là où vous voyez les scores apparaître. Et donc c'est des scores indicatifs. Encore une fois, moi j'ai appuyé sur
ici près de 4000 actions, et qui disait d'abord, ce que je vais développer, c'est quelque chose autour des connaissances. Mais les connaissances théoriques, en gros, c'est le programme, hein, les connaissances du socle, hein, c'est à hauteur uniquement de 25% à peu près. C'est-à-dire que dans ce que je suis en train de manipuler, quand je dis que je suis transmetteur de connaissances, je me mens à moi-même. Parce que je fais bien autre chose que cela. Et on va développer chez des élèves, on va chercher à développer des élèves d'autres choses qui sont beaucoup plus enfouies, peut-être plus agissantes pour la compétence qu'on attend. Et on voit apparaître des choses comme l'estime de soi, les ressources émotionnelles, le fait de travailler sur la gestion de sa peur, la gestion de son identité par rapport aux autres, etc. Sur l'autonomie, la prise d'initiative, on voit l'esprit critique, le fait de dire tout n'est pas écrit, il va falloir que je découvre des choses, ou alors on me ment, on va réinterroger la situation, il y a un piège, etc. Et donc ça, c'est, vous voyez que c'est estime de soi et esprit critique, par exemple, sont à égale hauteur par rapport aux connaissances. Et donc, ce sont des compétences extrêmement fines et très recherchées dans ce que on appelle des très bons élèves. Et puis, on va chercher aussi des choses aussi relationnelles. Le fait de travailler ensemble, le fait de dire on va fabriquer quelque chose en groupe, le fait de coopérer, on peut faire un escape game, on ne peut pas le faire tout seul, ça n'a aucun intérêt. C'est bien l'interaction, c'est bien le fait de se faire contredire, de proposer des hypothèses qui fait que ça marche. Et donc, si on fait le compte, finalement, et on voit d'ailleurs que le numérique a une part, mais elle n'est pas du tout la part qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on voit que apparaît le numérique comme étant un outil, mais à peu près à hauteur de 10%. Et si on identifie bien donc ce qu'on appelle les ressources qui sont développées et recherchées plus particulièrement par les équipes qui sont engagées dans ces mouvements de type escape game, mais ça peut être aussi d'autres types. Hein. Ici, on parle de escape game. C'est bien des facteurs non scolaires de la réussite scolaire. C'est qu'on va développer sans doute un peu de connaissances, mais on va chercher à développer chez des élèves des ressources qui sont complètement transposables dans d'autres situations et qui sont des vraies clés de la réussite pour l'école. Le fait de se gérer, le fait d'avoir de l'initiative, de réinterroger la réalité, le fait de travailler travailler ensemble et puis de manipuler un peu les choses, ça, ce sont des choses qui sont éminemment recherchées par les équipes. Ça va? Ça va, Nelly? Oui, ça va. Je suis toute seule ou je suis pas toute seule? Non, parce que je te vois, c'est pour ça que Allô? j'ai besoin d'avoir Eh quelqu'un. ben, d'accord. Je suis ravi de te voir. Ouais, ça va, mais je coupe mon micro parce que j'ai les enfants autour et du coup, ça fait un peu de bruit. Donc, on était au B, à l'amélioration significative. Je reprends la démonstration. Le troisième facteur, le troisième vecteur finalement de la transformation de l'école, c'est de voir comment les enseignants, en s'engageant dans l'escape game par exemple, arrivent à apprendre eux-mêmes de l'expérience qu'ils sont en train de mener. C'est-à-dire que ce qu'ils mènent pour les élèves, cet engagement qu'ils font à plusieurs, qu'ils découvrent, ils expérimentent, c'est des choses nouvelles pour eux, ils vont aller piocher un peu à l'extérieur, le réseau va venir de là d'ailleurs, la mise en réseau va venir de là, c'est-à-dire qu'ils se mettent finalement à passer le turbo et à changer la routine scolaire qu'ils avaient l'habitude de faire pour faire autrement, pour finalement apprendre. Eh bien, s'engager dans ce qu'on identifie comme le développement professionnel, vous voyez bien que c'est pas une histoire de formation. Nelly, t'as pas attendu une formation pour faire ça. T'es d'accord? Ouais, bien sûr. Ben voilà. Et donc c'est pour ça que les gens qui confondent développement professionnel et formation se trompent lourdement. C'est bien le fait de passer vraiment à une autre vitesse, un autre mode d'activité, où on va essayer d'expérimenter quelque chose, de le faire à plusieurs et pas tout seul, de copier littéralement aussi, mais c'est bien copier, hein, c'est ce qu'a fait Bach avec Vivaldi et Beethoven avec Bach. Enfin, je veux dire, copier, c'est apprendre aussi les choses, mais c'est aussi les transformer.
Et donc, on voit que dans l'escape game, les enseignants se sont mis à plusieurs pour élaborer les choses. Donc, ils sont à un très haut niveau de développement professionnel. Et donc, ça, c'est un des vecteurs de changement. Et donc, on voit bien que pour aller chercher des ressources cachées chez les élèves, les enseignants vont modifier finalement leur pratique de façon évidente. Et une des clés du développement professionnel, c'est que les enseignants vont avoir une attention soutenue aux effets qu'ils produisent chez les élèves. C'est-à-dire qu'ils vont se poser la question en lui disant, ce truc, ça marche. Est-ce que ça marche? Et comment je le sais? Et donc, ils vont partir à l'enquête sur, avec des évaluations à chaud, est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu as appris, etc. Donc, il y a une sorte de feedback que les profs vont demander, et bien cette action-là, de façon régulière, c'est proprement du développement professionnel. C'est à haut niveau. Et donc, si je reprenais une situation maintenant au niveau méta, c'est-à-dire avec l'école à la maison, on voit très bien que les enseignants, parce qu'ils sont loin des élèves, ils vont essayer d'avoir un feedback de feedback des élèves eux-mêmes en des choses et d'avoir un retour, de maintenir la relation. Et donc, cette recherche de feedback systématique auprès de tous les élèves, c'est du développement professionnel. Allô, allô, je n'entends plus rien. François, on t'a à nouveau perdu. François, est-ce que tu nous entends? On ne t'entend plus là. On ne t'entend plus là. On ne t'entend plus là. Allô? Vous m'entendez? C'est bon, moi Allô? C'est bon. C'est bon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça déconne, je n'ai aucune idée. Mais merci de le signaler en tout cas. Merci. Et donc, ce qu'on est en train de vivre là, c'est vraiment extrêmement intéressant, questionnant, parce que on s'aperçoit que on doit reconnecter maintenant avec tous les élèves. Là où, quand on était dans une classe, eh ben, il y en avait au fond du couloir, à droite, ou des gens qui étaient absents. Enfin, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et donc, le fait de reconnecter et de s'interroger sur l'impact qu'on a sur tous nos élèves, sur d'abord les la bonne réception et après comment ça se passe avant tout acte d'évaluation, c'est un moment extrêmement passionnant et le fait que ça soit partagé au niveau des réseaux, c'est-à-dire le fait que ce que je dis là, on en parle maintenant ici, voilà, ça c'est du développement professionnel. Voilà. Et donc c'est un profond vecteur du changement de l'école en ce moment. Et donc je sais pas comment ça va se faire. Ça va ça? C'est bon? Je continue? Est-ce que François, je peux me permettre de t'interrompre? Oui, je t'en prie. Je vais te poser une question, c'est assez à propos là. Et qui parle? Qui parle? C'est Anne-Claude. Anne-Claude, d'accord, oui. Est-ce que tu penses que le séisme qu'on est en train de vivre actuellement, c'est justement ce qu'on attendait pour qu'il y ait la grande transformation de l'école? Tu es en train de brûler ma conclusion. Mais comme j'ai dit qu'on faisait tout dans le désordre et qu'après il faudrait recomposer, et on a le droit parce qu'on est en train de vivre les choses. Donc il faut que les mots viennent et puis qu'on partage ces analyses. Je vais te répondre par un exemple concret, historique et géographique. Dans la grande transformation qu'on a écrite avec Romuald, on prend appui sur beaucoup des exemples qui se sont passés dans d'autres pays. Et je vais prendre l'exemple de la Nouvelle-Zélande, mais j'aurais pu prendre l'exemple de la Finlande. Mais la Finlande, tout le monde en a marre parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc je vais prendre l'autre bout du monde.
En Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui a fait sa révolution éducative depuis maintenant à peu près 25 ans. Enfin, ça a commencé il y a 25 ans, ils sont encore en train de le faire, et ils viennent de loin, hein, ils viennent de très loin. Il y avait un système assez ancien, routinier, très national, très public, même s'ils sont beaucoup plus petits que nous. Et il s'est passé quelque chose que l'école a changé à un moment donné. Mais si l'école a changé, il y a 25 ans, c'est parce que la société a changé. C'est-à-dire que la transformation n'est pas venue de l'école de façon interne. C'est parce qu'il y a eu une sorte de saisissement du corps social par des questions qui étaient profondément sociales et politiques, notamment du point de vue des inégalités dans la société, notamment avec l'histoire des populations maoris par rapport aux anciens colons européens. Et cette société, elle commençait à craquer à tout point de vue, violence sociale, violence politique. Il y a eu même un voyage de la reine d'Angleterre qui s'est très très mal passé et qui a provoqué un vrai choc, un saisissement, et qui fait que dans tous les secteurs de la société, ça a bougé à ce moment-là, le secteur juridique, la redistribution des terres, les secteurs fiscaux, etc. Et donc l'école a fait partie de ce lot-là. C'est à ce moment-là que l'école, on a reposé la question de l'école, dans quelle mesure on fait une école une société plus juste grâce à une école qui soit plus juste et qui arrive à soutenir tous les élèves. Et donc, c'est une façon de te répondre. En France, on fait des réformes, mais la médecine fait des progrès. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr qu'en France, l'éducation ait la force nécessaire interne pour faire bouger suffisamment les choses, tant les choses sont ancrées. L'école, elle est politique en France. Elle a une dimension politique, on l'a bien vu avec l'image que je vous ai servie tout à l'heure. Elle est nationale. Et donc, si ça bouge, c'est qu'il faut qu'il y ait donc une sorte de saisissement dans la société pour que ça bouge. On aurait pu le faire en 95, quand il y a eu les grandes grèves en 95. On voyait bien que le corps social était en mouvement, mais on n'a rien changé. On aurait pu le faire en 2005, quand les banlieues se sont embrasées, et quand on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Et on était proche de le faire. Et on a circonscrit le feu en disant, non, c'est qu'une affaire de banlieue, donc on maintient l'éducation prioritaire, on va donner un peu d'argent, mais surtout on va cantonner ça aux banlieues. On n'a jamais re-questionné le système. Donc, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est peut-être, je ne sais pas, on verra, mais c'est peut-être le levier, à un moment donné important, où le corps social, la société, tout le monde est impacté par cette histoire-là. On le voit bien, les parents découvrent ou redécouvrent ce que l'école était. Ils découvrent l'importance des contenus, l'importance au sens du volume, mais aussi la nature des apprentissages. Ils découvrent que les professeurs sont là. Ils n'ont pas attendu que ça vienne d'en haut pour que les choses changent. On n'a pas eu de décret ou dès lors qu'on a dit que les écoles fermaient, le soir même, il y avait déjà les profs étaient présents. Se sont beaucoup bougés. Et donc, justement pour ces questions de retrouver le sens de l'école et de retrouver la relation avec les élèves. Donc c'est possible que ce qu'on vit en ce moment soit une occasion de travailler sur la transformation de quelque chose. C'est possible. Je peux pas le dire, je suis pas voyant, mais je sais que dans d'autres pays, il a fallu des crises de ce niveau-là pour que ça change. Nous, c'est pas qu'on est plus bête, hein, c'est qu'on a une structure et une histoire qui est importante pour nous, mais qui fait que ça nous a empêché de bouger à un moment donné. On a retardé le changement. Et vous savez bien ce que ça veut dire quand on travaille en tectonique des plaques. Je pense qu'il y a des collègues de SVT qui connaissent ça. En tectonique des plaques, on sait que par exemple dans la faille de San Andreas en Californie, on sait que la Californie peut disparaître du jour au lendemain. Elle va disparaître. Tout le monde le sait. C'est géologiquement inscrit. Sauf qu'on continue. Mais on sait que moins ça bouge, plus ça va bouger. Qu'il y aura donc un mouvement, une faille de rattrapage, et que le mouvement sera
brutal, et c'est ce qu'on peut vivre en ce moment, c'est que on a retardé le changement sur un certain nombre de points, vous le savez. Vous le savez au niveau de l'organisation scolaire, vous le savez au niveau de l'évaluation des élèves, vous le savez au niveau de l'évaluation des profs, vous le savez au niveau du fonctionnement. On a retardé ce changement-là, là où beaucoup des pays ont progressé pas à pas. Et donc les pays que je vous ai donnés et qu'on trouve dans la transformation sont des pays qui ont chacun leur culture, etc., mais qui ont eu un accompagnement du changement plus régulier, avec toujours des secousses, etc., mais que nous, on a en France. Nous, on a maintenu les choses. On a une école de l'État, au sens qui statufie les choses, alors que les autres écoles sont des écoles beaucoup plus dans la dynamique du changement. Voilà. C'était ma conclusion. Ça va, Claude? Tu m'entends? Oui, ça va, je vous remercie. Désolée d'avoir mis une cartouche. Non, mais j'y reviendrai, tu verras tout à l'heure. Mais c'est pas, c'est un peu le sujet. Et alors justement, je reprends le tableau et la grille d'analyse. Dans quelle mesure, je prends la colonne D, dans quelle mesure l'escape game, c'est du changement dans l'organisation du travail? C'est un des points de ma conclusion, justement, en disant qu'est-ce qui change quand ça change? L'escape game, ça change des choses, clairement, objectivement. On n'est plus sur la classe autobus, on n'est plus sur le maître qui fait cours à des élèves, etc. Ça veut dire que on est à un degré assez déjà avancé dans l'organisation du travail. Mais on va jusqu'où? L'organisation du travail, si vous regardez un emploi du temps scolaire, c'est une organisation très taylorisée du travail scolaire. Taylorisé, ça veut dire que où est-ce que c'est écrit que un groupe qui apprend, c'est 50 minutes? Vous le savez ça, vous êtes tous profs. Donc un groupe qui travaille, c'est jamais 50 minutes. Ça peut pas être 50 minutes. Si on ouvre une séquence de travail, et on fait vraiment travailler les élèves, ça veut dire on les engage dans un travail de réflexion, d'écriture, de lecture, d'analyse, puis après de synthèse, puis après on fait le point, on fait un peu l'évaluation du travail, ça prend plus de 50 minutes. Clairement, en termes de dynamique des groupes, c'est à peu près 1h30, la séquence à peu près. Donc ça veut dire que quand on fait 50 minutes, par exemple, ça veut dire qu'on compresse quelque chose. Soit on compresse les contenus, soit on compresse le prof, soit on compresse les élèves. Il y en a un des trois qui perd. Forcément. C'est comme la compression des gaz. Il y en a un des trois qui perd. Et donc, cette gestion très gestionnaire, très administrative finalement de l'organisation du travail, elle n'est pas due aux enseignants. Finalement, les enseignants sont dépossédés de l'organisation du travail, de leur propre travail. On leur dit, on te met dans une case, et puis débrouille-toi. Voilà. C'est comme ça. L'organisation collective du travail, c'est comme dans une usine, hein, c'est pareil. Il y a un poste de travail et débrouille-toi pour assurer la production. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a quelqu'un qui trinque là-dedans. Et on le voit. Tu laisses un établissement fonctionner et on va retrouver la fameuse courbe de Gauss. Hein. Il y a forcément des gens qui trinquent. Soit c'est les élèves, soit c'est les contenus, soit c'est les profs. Et donc, chacun se débrouille. Voilà. Mais, comme dit le ministre, la rentrée s'est bien passée, parce qu'il y a des profs et des élèves dans un emploi du temps, tout le monde est bien cadré, et on se donne rendez-vous à la fin de l'année, et avec une certaine indifférence même dans les résultats, finalement. On s'est fait un tableau Excel en disant ils sont présents, ils sont absents. Ça, on sait faire. On sait rendre des comptes sur l'utilisation des moyens, mais maintenant, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a bien fonctionné? Quel résultat? C'est très très moyen. Il faut pas trop en parler, ça. Et l'escape game est assez intéressant parce que il propose, comme d'autres, il y a d'autres situations. Encore une fois, là on parle de l'escape game, mais il y a d'autres situations pédagogiques qui disent il est possible de faire avec les mêmes moyens autrement et mieux. Je n'ai pas dit moins cher, hein, mais je dis avec les mêmes moyens, on peut faire autrement et mieux. Décloisonner des classes, faire des séquences longues. Dans les lycées professionnels, on n'hésite pas à faire une journée de travail.
On commence à 8 heures, on finit à 17 heures, mais c'est une journée complète où on fait quelque chose. Dans certains collèges, on fait des semaines scientifiques, par exemple. On capitalise dans une semaine les sciences et on commence à 8 heures et le lundi, on finit le vendredi à 17 heures et on produit vraiment une vraie démarche scientifique dans une semaine. Il y a dans un lycée où il y a la chance où il y a un amphi, parce que c'est un vieux lycée, on met 3 classes et il y a un prof qui fait un cours magistral pendant 1 heure. Mais un vrai cours magistral, hein, dans les 3 classes. C'est-à-dire que vous avez, ou 4 classes, vous avez 100 élèves. Mais ça veut dire qu'on gagne des moyens. Et donc tout le reste, c'est fait en accompagnement personnalisé, TD, recherche, etc. C'est-à-dire que plutôt que de gérer les choses par classe et par 25, par 50 minutes, on change l'organisation du travail. Et ça dépend de qui, ça, alors? Vous voyez? Et donc, dans votre escape game, est-ce que ça serait... Alors, il y a toutes sortes de propositions. Soit on le fait dans le cadre du cours de SVT, ça ne change strictement rien à l'organisation du travail. Le prof de SVT se fait plaisir et avec les élèves, c'est une super aventure, mais ça reste confiné à l'histoire du prof de SVT. Ou alors, on peut se dire, l'escape game, c'est une façon d'apprendre, et on pourrait dire, comme je l'ai dit une fois toutes les 5 semaines, le cycle 4, je dis n'importe quoi, se met en escape game. C'est-à-dire qu'on va de l'idée du problème à la réalisation et l'évaluation pendant une semaine. Donc en changeant l'organisation, donc on est sur des très hauts niveaux, hein, en changeant l'organisation du travail, ça vous met une dynamique et ça change radicalement la donne. On apprend autrement. Et donc, et là, on retrouve la fabrication de la compétence de Loboterf, où vous allez activer des ressources que vous n'aurez jamais pu activer si on se contente de l'emploi posté, 50 minutes, etc. Donc, l'escape game n'est pas en soi une bonne ou mauvaise forme, c'est une forme qu'il faut prendre au sérieux, mais justement en voyant ce sur quoi on peut agir. Mais on voit bien que c'est le dernier, le E, c'est que ça a à voir avec une compétence collective, avec un partage du rôle et des responsabilités. C'est-à-dire que le prof seul du SVT ne peut pas le faire. Il peut le faire seul dans la classe, mais dès lors qu'il y a changé à travailler en mordant finalement sur d'autres cours de 50 minutes, soit il le fait sur son temps libre, soit il faut qu'il se mette en interaction avec d'autres collègues, il faut qu'il en parle à son chef d'établissement pour lui dire est-ce que tu peux me banaliser une demi-journée, est-ce qu'on peut faire même des choses un peu, des temps forts, etc. Donc ça veut dire que un des enjeux de la transformation, c'est ce nouveau partage des rôles et responsabilités qu'on va avoir au niveau des équipes pour prendre en charge une dimension chef de projet, direction pédagogique de l'action. Escape Game, c'est comme on a sur d'autres actions, on voit apparaître par exemple des tiers-lieux aussi apparaître dans les établissements, mais on voit apparaître aussi des actions beaucoup plus autour du débat philosophique, etc. Enfin, c'est des actions dont on sait qu'elles marchent, elles entraînent l'engagement des élèves, ça pacifie véritablement l'établissement, mais ça dépasse de très loin la seule discipline. Donc il y a une dimension collective, coopérative qui est importante. Je vois Riffin qui dit les élèves sont-ils prêts à ce changement? Les élèves, ils sont. C'est effrayant parce que j'ai vu encore hier, en faisant le conseil de classe, j'entendais des collègues qui disaient oui, cet élève est bien, mais il est trop scolaire. Non, mais je suis désolé, chers collègues. S'il est trop scolaire, c'est qu'il a été formaté et c'est nous qui l'avons formaté. C'est pas lui tout seul qui est scolaire. C'est qu'il répond à une demande ou à une commande. Et donc, les élèves sont-ils prêts à ce changement? Et les élèves, ils sont assez malléables pour qu'on puisse les accompagner dans ce changement. Effectivement, ils peuvent être très popotes, les élèves. Ils sont même accros à la note, mais un peu comme ils sont accros, comme les camés sont accros à la dope, quoi. Donc, c'est qu'on les a rendus accros à ça. Et donc il y a vraiment un travail d'explicitation et d'engagement très tôt des élèves sur l'histoire du changement. L'escape game, si vous leur proposez un escape game tout fait venu d'en haut, une fois ils diront c'est un jeu. Plusieurs fois ça va pas être bon forcément. Mais si vous les appliquez
déjà dans la réalisation, même dans l'avant-projet, qu'est-ce que ça pourrait être sur la construction, finalement, une vraie démarche de projet, ils vont y aller, hein. Ils vont y aller. Donc, est-ce qu'on est prêt à la liberté? C'est un débat kantien, hein. À un moment donné, il faut y aller, mais c'est la manière d'y aller qui va être importante. Donc, que ce soit avec Escape Game ou autre, hein, si vous voulez faire un jardin partagé avec les élèves, c'est la même chose. C'est dès lors que vous proposez quelque chose de différent, c'est comment vous dévoluez votre projet, ce qui est votre idée folle, comment vous dévoluez votre objectif auprès des élèves. Et donc ça se fait pas tout seul. Ça se fera d'autant mieux que vous apparaissez plus solidaire que 3 profs, 4 profs se prennent la classe en disant nous on a envie de faire ça avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a donc une sorte de débat, de négociation à faire avec eux, et c'est la capacité justement à négocier, à accueillir le nouveau, à accueillir l'imprévu. Un élève peut avoir une idée folle, il dit on y va alors. Et donc ça redéfinit vraiment le métier de prof, et donc la part de maîtrise, de faire le deuil finalement de cette maîtrise totale qu'on pourrait avoir, quelque chose de fou finalement qu'on pourrait avoir, qui pourrait nous motiver. Alors ça va? Donc là j'ai fait qu'un tableau, vous avez vu, c'est une grille d'analyse qui essaie de définir ce qui est intéressant. Il est 8 heures déjà, c'est terrible. On a le temps un peu encore ou non? François, pourquoi j'ai prolongé le webinaire de 15 minutes? D'accord. On n'a rien fait. Hein. On n'a rien fait. Et donc, je voudrais avec vous revenir donc après cette grille d'analyse sur les vecteurs de la transformation, qui fait que est-ce qu'un escape game participe à la transformation de l'école? Vous avez un peu les réponses, c'est-à-dire que essayez pour chacun de ces vecteurs de graduer de 1 à 5 en disant où est-ce que j'en suis actuellement. Et donc ça vous donne finalement une sorte d'évaluation de votre dispositif en disant peut-être sur certains points je peux progresser. Et donc je voudrais pour aller plus loin dans l'analyse revenir justement sur une approche que vous connaissez, qui a été largement partagée au niveau international, qui a été fait par John Hattie, qui est un professeur néo-zélandais qui enseigne maintenant en Australie, et qui s'appelle Visible Learning, maintenant que c'est un livre qui est traduit en français, enfin, on le trouve sur l'internet, hein, et là c'est quasiment la conclusion de la conclusion de son livre, et donc c'est presque même caricatural, mais qui définit après une méta-analyse. Et méta-analyse, derrière, il faut imaginer qu'il y a des dizaines de milliers d'élèves derrière, hein, quand même, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est que à partir d'études de cas, il y a des choses qui sont récurrentes, etc. Moi, ce que j'ai fait au niveau français, en travaillant quasiment sur 6000 études de cas, lui, il l'a fait de façon plus longue et plus expérimentée sur ces méta-analyses de 800 cas. Et donc, il arrive à identifier quand même des choses qui fonctionnent plutôt mieux que d'autres. Il faut le voir non pas comme une recette de cuisine, mais comme des pratiques qui sont combinatoires et qui voient bien que qui nous donne des messages assez forts aux enseignants sur qu'est-ce qu'on doit prioriser. C'est une des réponses qu'on peut faire sur la continuité pédagogique. La continuité pédagogique, c'est pas se recréer la classe avec un professeur qui parle, les élèves qui écoutent. C'est pas tout à fait ça. En tout cas, moi j'ai des profs qui cherchent à tout prix à faire ça. Je suis pas du tout sûr que ce soit la bonne solution. Et donc, si on lit les conclusions de John Hattie, c'est ce que j'ai fléché ici en jaune. Il dit que ce qui a des effets majeurs sur la réussite des élèves et de tous les élèves, c'est véritablement les 7 points, les 7 premiers points. Et c'est tout un travail autour de l'évaluation formative, la mise en œuvre de l'évaluation formative, c'est-à-dire que comment on aide les élèves à apprendre et à s'y retrouver finalement dans ce qu'ils font, à leur donner un feedback très rapide. Chose donc on voit bien dans la continuité pédagogique. Moi, quand mes élèves m'écrivent, je leur réponds directement. Mais ça, jamais je n'ai pu le faire en présentiel. Je découvre, je le faisais un peu avant, mais là, je le fais maintenant systématique. Le feedback, il est tout de suite apporté. Et donc, quand un élève me dit quelque chose, je le renvoie directement. Et tant que c'est pas bon, on va le retravailler. Et donc, c'est incroyable ce qu'on fait en ce moment en matière de différenciation sur ces questions-là. On voit bien que c'est la nature de la relation entre les enseignants et les élèves.
Donc, en gros, si on a un mode très autoritaire et très magistral dans le cours, la relation à la maison, enfin de l'école à la maison, ben, ce sera le même. Hein, le numérique ne va pas forcément changer. Et donc, et l'élève verra toujours le prof faire son cinéma, etc. Les stratégies de métacognition, c'est-à-dire d'apprendre à l'élève à voir comment il apprend lui-même, comment il s'y retrouve, comment il peut s'auto-évaluer, comment il peut se co-évaluer, c'est-à-dire de voir par exemple la copie des voisins, de voir qu'est-ce que ça veut dire un bon travail, parce que un élève souvent en difficulté n'arrive pas à visualiser. Il voit très bien que ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas et qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est bien réussi, il ne le voit pas. Et donc il y a un vrai travail autour de la verbalisation, de la mise en mots des choses et l'auto-questionnement. Et on voit que ces pratiques qui sont des pratiques clés justement dans la relation, et si vous voulez maintenir la continuité pédagogique, ce serait plutôt dans ce registre-là qu'il faudra aller. Vous voyez bien que c'est bien des processus qui sont à l'œuvre et non pas l'histoire de contenu. Et oui, alors je vois, on n'est pas très loin des 4 piliers de l'apprentissage de Dehaene. Ben oui, alors Dehaene, c'est le versant, c'est l'alimentation par les neurosciences. Là, on a la version non pas alimentée par les neurosciences, mais alimentée par l'expertise non plus empirique, mais scientifique, et les méta-analyses issues de la pratique des professionnels. Et donc, je suis ravi. C'est amusant que tu parles de Dehaene parce que ça faisait partie d'un de mes topos que j'allais faire, que j'aurais pas le temps de faire évidemment, mais vous retrouverez sur le prési des points de Dehaene sur la question. Et donc vous voyez bien que j'ai mis la phrase en rouge, c'est-à-dire que ce travail de la relation qu'on maintient aux élèves est un travail qui ne peut se faire que dans le cadre aussi d'un travail sur soi. Donc on voit que le 7e item, le développement professionnel des enseignants, est le seul item qui est extérieur à la classe. C'est finalement que pour être meilleur dans la classe, il va falloir que les enseignants travaillent eux-mêmes ensemble sur ces questions-là. Et donc après, si on retrouve les autres items, et c'est assez proche, et donc on retrouve dans l'escape game d'ailleurs des choses qui sont intéressantes. La résolution de problèmes dans la classe, escape game c'est quoi? C'est bien une résolution de problème. La mise en œuvre d'une stratégie, l'apprentissage coopératif entre élèves, on voit bien que les escape games, par exemple, cochent pas mal d'items relevés par Jonati. C'est vraiment intéressant pour ça. Je voulais juste mentionner pour vous, pour lire ce tableau, que la part du numérique a sa juste part. C'est-à-dire que ce qui est l'enseignement assisté par ordinateur, ou l'enseignement à domicile, ou l'apprentissage des élèves par Internet, sont, d'après Jonati, des choses qui sont plutôt limitées sur l'enseignement. Donc c'est pas parce qu'il y a du numérique sur du numérique et que l'élève va se planter devant un écran qu'il va apprendre. Et donc c'est très noté, c'est très documenté par les collègues et ici par Jonati. Et donc et quand on a interrogé Jonati sur l'histoire du numérique, parce que on interroge actuellement fréquemment sur ces questions-là, il renvoie systématiquement en haut du tableau en disant le numérique sera bon s'il est capable d'avoir le feedback, s'il est capable d'avoir une stratégie de métacognition, s'il est capable d'apprendre pour apprendre. Voilà. Et donc il faut pas lâcher ça. C'est ce qui fait notre métier, le cœur de notre métier, c'est véritablement cet accompagnement des élèves sur les moyens d'apprendre, de se retrouver à apprendre et à se confronter aux autres aussi. Hein. Il y a vraiment cette dimension collective. C'est une des questions maintenant dans notre confinement, comment on recrée un peu du collectif dans l'individuel. Et ben WhatsApp c'est pas mal. Hein. Les élèves en ce moment, moi les miens, ils travaillent sur WhatsApp. Pas pour moi, entre eux. Et donc il y a beaucoup d'interactivité là-dessus. J'ai voulu aussi mettre cette diapo sur les tendances pédagogiques qu'on relève au niveau international pour vous montrer que, pour vous dire, finalement quand vous faites escape game, vous êtes pas mal vous êtes tendance. Hein, je sais pas si ça vous rassure, hein, mais il y a des choses qui vont sur l'apprentissage social, sur l'évaluation dynamique, sur l'apprentissage événementiel, hein, créer
l'événement, s'en sortir d'une expérience et s'échapper finalement, c'est une façon aussi d'apprendre. Et donc, ce sont des choses qui font bouger actuellement beaucoup les écoles, les équipes au niveau international. Donc ça, c'est un des résumés que je voulais vous faire. Je voudrais, parce que j'ai pas le temps, oui, je voudrais vous proposer aussi cette diapo qui cartographie. Vous la connaissez cette diapo, c'est Marcel Lebrun qui le ponte de le pape de la classe inversée, que vous connaissez bien par ailleurs, et qui essaye de proposer cette modélisation de la classe inversée. Et donc, si on voit bien, il y aurait un enseignement traditionnel qui serait j'enseigne en présence et à distance l'élève apprend, et la classe inversée serait j'apprends en collectif et j'enseigne à distance. Et donc, la situation qu'on est en train de vivre en ce moment où il y a marqué restez chez vous, c'est que finalement on se retrouve à distance et non pas en absence. Hein. Le contraire de présence et absence, là nous sommes à distance, c'est pas pareil. Nous sommes à distance à la fois en devant enseigner et à se mobiliser sur l'apprentissage à distance individuelle. Donc c'est une particularité de notre situation, d'après la cartographie de Marcel Lebrun, qui est assez intéressante. Hein, et qui montre bien que ça nous décale, et donc on peut prendre appui sur toutes sortes d'expériences, dont la classe inversée, et donc on voit bien que les collègues qui ont déjà bossé beaucoup sur la classe inversée et qui ont créé beaucoup de capsules pour eux, etc., ont créé des capsules, mais des capsules qui les ont beaucoup développées. Là, pour le coup, c'est vraiment du développement professionnel, mais d'une certaine manière, beaucoup des capsules sont souvent des cours, les assimiler à des cours magistraux, si vous voulez, et donc ça ne garantit pas l'apprentissage des élèves. Et donc, il y a des fausses bonnes idées à un moment donné sur qu'est-ce que c'est apprendre. Quand on a fait le bilan du dispositif qui s'appelait Devoir fait, ça vous parle, que je suis trop bavard. Quand on a fait le bilan du dispositif qui s'appelait Devoir fait, ça vous parle, j'espère. Je pense que ça existe hein, chez vous, dans les collèges au moins, et les primaires. On s'est posé la question de la continuité éducative hors la classe. C'est une question qui était à l'époque, il y a peu de temps encore, un peu d'actualité. Elle est d'une féroce actualité maintenant. Et donc, il y a eu une analyse qui a été faite, et si on arrive bien à lire un peu la diapo, on voit bien que ce que les enseignants demandent, c'est des devoirs de pratique pour renforcer les acquisitions, des devoirs de préparation, des devoirs de poursuite ou quelquefois des devoirs de créativité. On a un investissement important des familles, contrairement à ce qu'on pense, hein. En tout cas on le voit, mais en même temps on voit que il y a peut-être des dérives qu'on connaît tous. Ce qui a été noté, c'était le paradoxe suivant. Les enseignants proposent souvent des devoirs de répétition, de mémorisation, pour que les élèves évitent de s'appuyer sur l'aide familiale. Et pourtant, c'est des exercices qui sont moins mobilisateurs, moins efficaces. Et donc, fort de cette expérience, ce qu'on est en train de vivre, c'est peut-être de proposer finalement des choses qui soient plus mobilisatrices pour les élèves, qui soient plus créatives aussi, où l'élève change d'environnement scolaire, il passe maintenant dans un environnement familial, les familles sont présentes. Il ne s'agit pas de faire que les parents passent l'école à la maison, mais d'avoir des travaux qui sont mobilisateurs et qui soient véritablement aussi des moments d'apprendre. Parce que si on ne prend pas appui sur ça, ça veut dire qu'on va nier l'expérience de 2 mois en disant que finalement, il n'apprendrait qu'à l'école et que tout apprentissage ne se ferait qu'en présence d'un maître. Humainement parlant, c'est pas tenable. Humainement, j'allais dire d'une manière humanistique quasiment. Mais même humainement, regardez-vous, Nelly, regardez Camille, Christelle, est-ce que vous pensez que tous les apprentissages que vous avez fait dans votre vie, est-ce que vous pensez qu'ils ont été faits, qu'ils ont été l'objet d'un apprentissage formel par un professeur? Bah non, puis on le voit bien avec nos enfants. Bah oui.
il faut être parent, il faut d'avoir une bonne réflexivité sur soi et être parent pour voir que les apprentissages fondamentaux peuvent se passer de façon particulière, différente. Et là, il y a 2 mois d'expérience bizarre où les élèves sont en situation de faire des choses et d'apprendre des choses et qui pas forcément sur la conduite conduite stricte sur la férule des enseignants, mais avec les parents, avec justement la relation dont je parlais tout à l'heure avec les enseignants, et ça peut être des facteurs de changement de l'évaluation. Ça peut être la valorisation des acquis, la valorisation des compétences, et c'est extrêmement intéressant de voir que on peut travailler, et là je ne peux pas détailler la source, mais on peut vraiment travailler sur des environnements apprenants, et donc ça fait partie des recherches au niveau européen. Au niveau européen, quand on parle d'environnement d'apprentissage innovant, eh bien, il est possible que la cellule familiale et la connexion qu'il fait avec les enseignants soit un nouvel environnement d'apprentissage où on va travailler sur plutôt la valorisation des apprentissages, des progrès et des réussites. Et donc, ça peut se passer par des choses documentées. Et on parle de carnet de bord, de portfolio, on parle de recherche et d'évaluation, de voir comment ils peuvent travailler sur la propre valeur de leur travail, sur la photo tout simplement. Moi j'ai demandé par exemple à mes élèves, comment on termine le Moyen-Âge, je leur ai donné des recettes de cuisine du Moyen-Âge. Et j'aurais dit, si ça vous tente, vous allez faire une recette de cuisine, vous prenez le produit en photo, hein, vous me direz si c'est bon, mais c'est une manière finalement d'apprendre de façon intéressante la chose et de valoriser leur propre travail. Donc c'est une des photos que je voulais un des messages que je voulais traduire avec vous. En guise de pré-conclusion, je voudrais juste évoquer avec vous cette image sympa. Vous savez ce que c'est, ça? Non? Qui devine? Qu'est-ce que c'est? Alors, on est sur une plage, et ce sont les escargots de mer. Et donc, vous faites un test, c'est facile, hein. Vous alignez les escargots de mer, et vous dites, on fait la course. Maintenant, on va voir si, parce qu'on leur donne un chemin, on leur donne un barrage, les escargots vont suivre la route. Et donc, vous apercevez, 5 minutes après, que les escargots de mer n'ont strictement pas tenu compte de la route que vous voulez tracer, ou du chemin, mais ils évoluent dans des sens assez différents. Certains vont dans le même sens, d'autres ailleurs, etc. Et donc, on est un peu à ce moment dans cette situation où on doit faire face à une différenciation maximale. C'est-à-dire que là où la classe était groupale et finalement avec très peu de différenciation, un peu de variation pédagogique, hein, en gros on faisait du cours dialogué, on avait l'impression que tout le monde parlait, ce qu'il faut, et puis après c'était fait, quoi. Là c'est pas du tout le cas. On a affaire à des itinéraires qui vont être assez différents, à une différenciation maximale que les maîtresses connaissent bien dans le premier degré. Quand on fait du CP à 12 par exemple, c'est bon, c'est très bien en ce moment ce qui se passe sur les CP à 12, il y a vraiment des très bonnes choses, mais quand on est dans le second degré, on le fait beaucoup moins. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que notre pari maintenant, c'est peut-être de réussir ce qu'on a toujours demandé depuis le collège Abi, la réforme Abi en 1976, hein, qui voulait faire à la fois de l'école pour tous, mais aussi de la réussite pour chacun. C'est l'histoire du socle, hein, qui est venue très largement après. Vous voyez bien le temps de rémanence qu'il y a dans l'éducation à la française pour qu'on adapte les choses. Et finalement, un des objectifs de la réforme Abi est de travailler sur à la fois l'accueil global des élèves jusqu'à 16 ans, mais aussi la très forte différenciation des parcours, la très forte variation, la très forte diversification des pratiques, etc. On n'a jamais pu réussir à le faire. Et on l'a su très vite. On l'a su très vite. Et donc, il est possible que maintenant, 40 ans plus tard, on vive ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on touche du doigt ce que veut dire différenciation pédagogique. C'est possible. C'est possible. Et donc, différenciation ne veut pas dire individuation ou préceptorat. Là, je vais passer vite sur je vous donnerai à découvrir les choses. Différenciation, ça veut dire travailler aussi sur l'énergie d'un groupe. Dans le groupe, il y a
il y a des rôles différents, différenciés. Quand on travaille en équipe en EPS, tout le monde n'est pas gardien de but. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des rôles qui sont importants. C'est différencié. Et donc, c'est possible de différencier. Moi, quand je travaille, j'ai travaillé avec des grands groupes à 400 ou 600 personnes, je me souviens, pour faire des forums, ben, j'ai fait le pari que sur les 600 personnes, il n'y avait pas un qui avait le même trajet. Donc on ne raconte pas que dans une classe de 25, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut le voir. Alors je voudrais juste avec vous avoir quelques messages d'espoir et qui peut illustrer un peu notre présent et notre avenir. Je prends appui sur une publication qui avait été partagée au niveau international qui s'appelait, c'est à l'occasion de WISE, vous savez, cette espèce de sommet international qui a lieu à Doha tous les ans, en novembre, et une des publications était sur la question de l'innovation en éducation, et donc une des conclusions, là vous l'avez ce livre, c'est un très beau livre d'ailleurs, qui fait un peu le tour du monde, de comment ça se passe dans le monde en ce moment, et je vous donne ici les conclusions, elles sont en anglais, mais je fais exprès parce que je sais que nous sommes tous maintenant à des niveaux élevés en compétences, on est tous à C1, C2, vous savez, hein. Nelly, elle peut me traduire directement, d'ailleurs Nelly va me traduire directement. Si Nelly, tu vas me traduire, je vais t'évaluer, tu vas voir, on se connaît pas, mais je vais t'évaluer très vite sur le CE-CRL. Comment tu traduis la première? Alors Nelly, traduis-moi la première phrase. Je t'entends pas. Ah, je vois que Christelle est professeure d'anglais. Oui. Oui, alors Christelle, le talent, alors c'est Nelly, oui, je n'entends pas Nelly. Alors, le talent est partout, oui, absolument. C'est d'être très attentif, très en éveil sur le fait que il y a du talent partout dans les classes, dans chacun des élèves, et que d'une certaine façon, on ne le sait pas. Et quand je pose la question, j'ai des réponses, et la question qui vient tout de suite, c'est comment le savez-vous? Et oui, que quand on s'adresse à des enseignants, le comment le savez-vous est terrible. C'est-à-dire, quel est votre système d'information, quelle est votre prise d'indice qui fait que vous pouvez me répondre ça? Vous dites, il y a pas, ou j'ai mes élèves en difficulté, comment le savez-vous? Et donc, cette question-là, c'est un des indices du développement professionnel. Partez à l'enquête auprès de vos élèves. Et donc, quand le talent est partout, ici, par exemple, le fait de demander des tâches complexes aux élèves, ici, pour les Sky Games, c'est pareil, faire qu'on réalise quelque chose, vous allez voir des élèves se révéler. Et donc, ils vont se révéler à la hauteur, finalement, des enjeux que vous leur donnez. Et qui ne sont pas forcément d'ailleurs des apprentissages scolaires, etc. Donc il faut miser véritablement sur le fait que le talent soit partout. Deuxième, après Christelle, je vois qu'elle écrit, la deuxième proposition c'est quoi? Christelle. Voilà. La qualité importe autant que la quantité. Eh bien, écoute, j'ai parlé beaucoup d'évaluation tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire, par exemple, dans un collège, on a compter le nombre de notes qui avaient été distribuées dans un collège de 500 élèves pendant une année. On l'a compté avec le principal avec qui j'étais ami à ce moment-là, et on travaillait ensemble. Et donc, dans un collège de 500 élèves, il y avait près de 90 000 actes de notation qui avaient été donnés. 90 000 actes de notation. Pour rien. Enfin, pour rien, pour pas grand-chose finalement. Ça veut dire qu'on a multiplié les actes, on a fait de la quantité, mais finalement, pour laisser au bord du chemin, dans la courbe de Gauss, au moins un tiers des élèves. Donc, comment on peut faire beaucoup mieux de qualité et nettement moins de quantité? Et donc, il y a un travail résolument à faire qui n'est pas assez fait, lieu par lieu. C'est pas, et il va falloir. Il ne faut pas un décret, il ne faut pas une réforme de l'évaluation pour que ça se fasse. C'est bien ici et maintenant, c'est-à-dire ça commence dans votre classe. L'institution, c'est vous quand la porte est fermée.
Donc il y a bien un travail commun à mener sur les questions d'évaluation. Comment c'est la troisième, j'attends la traduction de Christelle pour la troisième. Ah non. Ah non, Sandrine nous quitte, c'est dommage, parce que Sandrine, tu vas pas savoir qui a tué à la fin. Christelle, tu peux nous traduire la troisième? Oui. Alors, tu dis un meilleur apprentissage. Oui. Alors moi, je traduirais presque de façon plus scandée comme le fait l'anglais. Better learning, apprendre mieux, apprendre différent. Et normal schooling, c'est terrible. Hein, on peut pas le traduire en français. Ça veut dire moins de formes scolaires. Il faut moins rajouter d'école à l'école, mais il faut nettement mieux apprendre. Et bien là, vous avez quasiment un des slogans de Escape Game. Escape Game, c'est bien, on recherche à mieux apprendre, à apprendre différemment et pas du tout dans les formes scolaires. Là, vous avez, vous avez cette étiquette-là directement. Après, Christelle, comment tu traduis? Non zut, quoi? Non, c'est pas la bonne traduction. New ID, c'est pas la bonne traduction. Voilà, de nouvelles idées. Alors, from matrix mixtures in the margin. Ah, Christelle, il va falloir progresser. Hein. Là, on est en train de t'évaluer, tu vois, en ce moment. Oui. Alors, vas-y. On attend, Christelle. Ouais, alors oui, des missions non conformes. Alors c'est dur à traduire. C'est une nouvelle idée. Il est possible que de nouvelles idées viennent de mélange de bourrées, mavericks bizarres dans les marges. Ça veut dire que il est possible que des choses viennent de là où on l'attend pas. Et donc dans Escape Game, c'était assez amusant de voir quand tu fais Céline, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il est possible que des nouvelles idées arrivent de là où on ne s'attend pas, et donc ça peut venir des élèves. Pourquoi ce serait le prof qui aurait l'idée de l'escape game, du thème par exemple, vous voyez? Et les démarches, dire est-ce que vous êtes renseigné des autres escape games de ce qui se fait ailleurs, mais ailleurs loin. Et donc dans la dimension de l'innovation, ça veut dire innovation, ça veut dire c'est d'introduire quelque chose de bizarre dans un contexte organisé. Et donc, introduisez quelque chose de bizarre, de décalé dans votre contexte, et vous allez voir que ça produit du changement. C'est ça l'histoire. Après, Christelle, quoi, c'est pas beau? Oui, oui, c'est pas beau. Christelle, je t'attends pour la suite. Hein. Dur à traduire, ben oui, Christelle, mais c'est toi qui as dit que tu étais pour l'anglais. Hein. Vas-y. Tu arrives? Donc, Organisation Grid, Networks and Movements. Voilà. Élèves se nourrissent. Les organisations se nourrissent, oui, les réseaux et les mouvements. Et donc là, c'est intéressant parce que dans votre escape game, on le voit bien avec aussi les mouvements des tweets dictés dans le premier degré. C'est-à-dire que les grands changements sont venus de mise en réseau et ils se sont à ce moment-là organisés. Donc on n'a pas attendu un décret pour que ça se fasse, quoi, en gros. Le changement ne vient pas d'en haut. D'une certaine manière, le haut, enfin la structure d'encadrement est une structure qui cadre les choses. Et donc les changements, il ne faut pas attendre du changement dans vos pratiques d'en haut. Il faut bien comprendre ça. La structure, elle est faiblement, elle est à la fois trop cadrée et elle est suradministrée et sous-encadrée. C'est-à-dire qu'on a des décrets partout, du BO. dont l'échelle d'établissement parle de harcèlement textuel quasiment, mais finalement, est-ce qu'il y a des profs qui lisent des BO? Je sais pas. C'est peu, quoi. Et donc, c'est pas le BO qui va déterminer votre pratique. Et jamais on vous a prescrit de faire un escape game.
Donc on voit bien que c'est le foisonnement et la mise en réseau des idées qui fait les choses. Alors après, l'avant-dernier, oui, plus, mieux et différent. C'est bien, Christelle. More, better et différente. Là, c'est clairement l'escape game. C'est mieux, c'est plus, c'est parce que ça nécessite plus de travail, mais c'est comme si vous passiez le turbo, c'est pas plus de travail, c'est vraiment le travail d'une certaine manière. On passe en mode dynamique, mais quand on a du changement, on va faire chauffer la machine. Après, on passera en mode routine, et on fera baisser la température. Mais quand vous changez, quand vous faites du sport, vous chauffez le corps, ben c'est pareil. Le dernier, c'est terrible, Christelle, elle a raison. Lorsque les mouvements rencontrent le système, c'est le clash. Ça, c'est la conclusion au niveau international. C'est-à-dire que quand différents mouvements sont en train de bouger la structure, et donc ici le système, ça peut produire du clash. Et ben, il est possible que ce qu'on vit en ce moment, c'est peut-être ça. On voit ici à propos de l'escape game, on le voit à propos de la continuité pédagogique, qui questionne fortement, qui fait brinque-baller la machine. Cette hyperstructure, cette technostructure de l'éducation telle qu'elle est, 13 millions d'élèves, 1 million de profs, c'est monstrueux. Hein. On disait qu'il n'y avait pas plus lourd que l'armée rouge quasiment, historiquement. Maintenant, l'armée rouge a disparu. On voit comment cette technostructure réagit plus ou moins à la situation en ce moment. C'est bien, Christelle, mais il faudra, c'est l'histoire du clavardage qui est pas assez rapide. Hein. Il va falloir progresser. Hein. Et tu sais comment faire. Hein. C'est la pratique. Voilà. Et donc, c'est des enseignements qui sont assez intéressants parce qu'ils sont pris du niveau international, mais ça nous concerne aussi. Et puis, pour finir, j'aurais fini de vous embêter. Je prends aussi appui sur les conseils que nous donne un collègue qui s'appelle Michael Fulan. Il est canadien et pas canadien québécois. Il est de l'Ontario. L'Ontario, ça fait partie de ces États. C'est un État fédéral, le Canada. Hein, c'est pas un État national comme la France. Et l'Ontario, c'est un de ces États qui a profondément fait sa révolution éducative depuis aussi une vingtaine d'années et qui est noté actuellement parmi les meilleurs systèmes d'éducation. Et il est intéressant cet État parce qu'il est à la fois anglophone et francophone. Et donc il nous permet d'avoir accès à une double culture. Les Français lisent très peu de littérature internationale et finalement un peu le problème de l'éducation, c'est d'être auto-centré sur ses propres recherches et avec d'abord souvent très peu de recherches d'ailleurs sur la question d'éducation telle qu'on le fait en ce moment. C'est pour ça c'est bien qu'on en parle maintenant. Et donc, ce collègue, Michael Fulan, écrit une série de livres. Là, j'ai pris une de ses conclusions et qui me semblait fort à propos pour la période qu'on vit en ce moment. Et puisqu'on est dans des périodes de très grande perturbation de la force, il y a marqué changer de force, comment les forces peuvent nous amener du changement, et donc on ne sait pas. On ne sait pas. Et il faudra prendre appui sur ce que nous dit Michael. On ne peut pas préconiser à l'avance le changement. C'est pas écrit. Le changement, c'est un voyage, et donc il faut le faire. C'est pas une planification. Souvent, c'est le point 4, la vision d'ensemble et la planification viennent après coup. Et donc, ça serait intéressant de voir comment il y aura du récit après. Quand on sera sorti de ce genre de choses, comment les choses peuvent se construire dans un récit. Là où on le voit très nettement agir, c'est le point 3, les problèmes et les difficultés sont nos amis. On a bien vu que l'histoire des ENT, par exemple, saturés, ont montré les grandes difficultés du système et des choix qui ont été faits au niveau stratégique, technologique. Et on voit bien comment, quand on doit faire la chose, quand on doit maintenir la relation, eh bien c'est un peu comme les fluides. L'eau, elle va vers la plus forte pente, là où ça marche. Donc on va utiliser les solutions les plus modestes. Et donc moi qui adore travailler sur l'internet, je suis obligé de revenir aux mails, tout simplement, à des listes de diffusion, mais ça marche. C'est un peu comme quand j'ai fait mon service militaire, on m'a appris que dans la guerre nucléaire et électronique, si jamais il y avait une vraie guerre électronique et nucléaire, eh bien on n'utiliserait jamais le numérique. Parce que le numérique, c'est l'espionnage, si vous regardez Homeland, c'est pareil. L'électronique et les numériques, c'est l'espionnage à tout crin.
Et donc, on va réutiliser le pigeon et le messager. C'est-à-dire que dans les périodes de très forte crise, il faut revenir à des fondamentaux et à des choses dont on est sûr que ça marche. Et donc le progrès pour le progrès n'est pas forcément le mieux. Et donc c'est quand on est confronté à des vraies difficultés qu'on va retrouver un peu à la fois de l'agilité, de la souplesse, de l'efficacité, là où nous vend quelquefois du rêve, pas toujours en tout cas. On voit bien aussi les questions d'articulation du collectif et de l'individuel, que ce qui est préconisé en haut ou en bas ne marche pas isolément, et donc on peut avoir un vademecum qui vient très en retard, et puis je ne sais pas qui lit les vademecum, je le dis parce que j'en ai produit moi des vademecum pendant quelques années, et c'était bien de l'élaborer, mais après, quand j'allais dans les circonscriptions, je retrouvais les vademecum dans les armoires des IUN, si vous voulez. Donc ils n'avaient jamais été lus. Ils ne touchaient pas les publics. Ça veut dire que les enseignants, finalement, trouvent de la ressource de façon ingénieuse et rapide, très vite, mais pas forcément dans les canaux qu'on attend, les canaux de formation et d'information qu'on attend. Et puis le point 8, et puis je vous quitterai là, on se quittera ensemble, c'est important, chaque individu peut être un acteur du changement. Eh bien oui, c'est chacun d'entre nous en ce moment. Vous faites ici, on est peu, Régine, Christelle, celles qui nous ont quittés aussi, Anne-Claude, non, Anne-Claude est là. On peut être ça, on peut le faire. On peut le faire modestement, mais ça aura du sens pour vous, ça aura du sens pour les élèves et les collègues avec qui vous travaillez. C'est ce message-là d'espoir que je voulais vous passer. Mon avis d'apprendre est grandiose. C'est une phrase que j'ai qui est affichée sur le mur d'une école primaire à Paris avec un dessin d'élève. Et c'est comme ça que je voudrais terminer notre entretien aujourd'hui. C'est simple, hein, c'est basique souvent. Oui, c'est très pragmatique, mais en même temps, on en est là. Il faut partir de là. Voilà, merci à tous les collègues. Merci Anneli de m'avoir tenu compagnie dans la vidéo parce que sinon je parlais à un écran, c'est affreux. Mais, donc je serais ravi de vous entendre si vous souhaitez encore un peu, si vous avez un peu de temps, ou on se donnera rendez-vous une autre fois. Christelle? Bonsoir, c'est Anne-Claude du coup qui te parle. Oui. Je voulais déjà te remercier beaucoup pour cette intervention qui était finalement très bien tombée du contexte. C'est vrai que ça me réconforte un petit peu de t'entendre et on t'aurait encore volontiers entendu 2 heures de plus. Mais il ne faut pas me lâcher, oui, c'est le problème, c'est-à-dire que si vous me donnez du 8 heures, je prends 8 heures aussi, hein, c'est pas un problème. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a conforté sur ce qu'on est en train de mettre en place actuellement pour nos élèves et pour nous aussi. Oui. Bon, voilà, je voulais vraiment te remercier. Alors, j'ai essayé de répondre aussi à la commande initiale qui était de parler des escape games et de voir d'aider de vous situer dans la pratique, hein, et dans l'analyse que vous faites de votre pratique et du réseau. J'espère que j'aurai répondu à ça aussi. Oui. Oui, bien sûr, évidemment. Allô? Sister, je te laisse peut-être prendre la parole. Oui. Alors, je m'entends parce que j'entends beaucoup de bruit. Je ne sais pas si tout le monde peut fermer son micro. Alors, merci François ce soir pour cette belle intervention. J'ai vraiment beaucoup apprécié et aussi cette idée de changement. Je me sens comme Anne-Claude confortée aussi dans l'idée que bah voilà, on fait les choses actuellement et on est peut-être dans le bon chemin. Alors j'espère qu'il y aura vraiment cette transformation qui va se produire. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire aussi, hein, mais que finalement, bon bah on est tous des bonnes volontés là ce soir. Je pense que beaucoup auraient aimé être là aussi et comment dire, le moment est particulier. Et voilà, personnellement, merci à toi François. C'était vraiment une très belle intervention. Merci. Et bien sûr, bonsoir à tous.
François, j'ai coupé ton micro qui faisait de l'écho, donc tu peux le rallumer là. François.